Bonjour à vous. Je vais faire une vidéo aujourd'hui comme j'en avais l'habitude avant, en vous partageant simplement mes réflexions, sans prétention, parce que j'ai l'impression qu'on est tous à essayer d'aider à notre façon, avec nos compétences, de s'entraider pour traverser cette période qui n'est pas nécessairement facile, mais qui est remplie de rencontres extraordinaires. Vous voyez le mur de pierre derrière moi? Et puis devant moi, ce que vous voyez pas, c'est des belles montagnes recouvertes de pins et puis de châtaigniers. Je suis à la source du domaine de Bessac avec Alexandre Chavouet. Où est-ce que ça se trouve? C'est en France, c'est à Saint-Paul-la-Coste, c'est au département du Gard et puis ça se trouve dans la région Occitanie. Et puis si on regarde sur une carte, c'est au nord de Montpellier. C'est drôle parce que nous, les Québécois, ben, une des réactions qu'on a quand on voyage en France, c'est que, il y a tellement de noms, de régions, de départements, de zones qui sont associées à des fleuves, des rivières, des montagnes, tout ça. Ça devient mêlant, mais c'est magnifique. Qu'est-ce que je fais ici? Vous le savez peut-être, je suis avec Philippe Guillemot et puis il a la chance de donner une conférence ici. En fait, il y a un concept super à la source. C'est dans un lieu de nature. Les gens y passent 2, 3 jours ou plus peut-être. Puis ils ont l'occasion de rencontrer plus personnellement quelqu'un qui les intéresse. Dans ce cas-ci, c'est Philippe. Et on mange très, très bien. On fait des balades, des promenades dans la montagne. On passe du temps à jaser ensemble, à discuter ensemble. Alors, je suis un peu je suis entre le langage québécois avec des mots, des expressions québécoises, puis je me familiarise aussi à la façon de parler des Français. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut rencontrer des gens qu'on entend ou qu'on lit à travers des livres, mais aussi à travers les médias sociaux, mais on a aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui s'intéressent à celle pour qui on vient. Et il y a ici, cette semaine, euh, un grand nombre de personnes qui sont venues, entre autres, parce qu'ils se sont sentis soutenus par Philippe durant la crise. Et hier, j'ai eu l'occasion de parler avec 2 médecins de la France qui m'ont expliqué comment ça a été difficile pour eux de voir la santé publique leur imposer des normes qui étaient inacceptables puis qui étaient insensées. Comment c'était dur aussi d'être regardé par leurs collègues d'une façon méprisante. Il y avait des mots de la santé publique qui invitaient les gens à se dénoncer, à dénoncer leurs collègues. Je me suis rendu compte comment ça a été très difficile pour les soignants en France, puis ça a dû être la même chose pour les médecins, les infirmiers, les gens qui travaillaient dans le domaine de la santé au Québec aussi, puis dans d'autres pays. Parce que c'est les mêmes directives qui ont été données. Peu importe les pays, même en Suède où j'étais, c'était les mêmes directives dans les EHPAD ou les CHSLD, les centres qui accueillaient les personnes âgées. Le mot qui ressortait dans notre discussion, c'est absurde, c'est illogique, c'est tellement surréaliste que je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais ça m'arrive assez souvent de me demander si c'est réel ce qui se passe. Et pourtant, oui, il y a des lois qui sont mises en place et qui, euh, plus ça va, vont dans le sens d'une gouvernance mondiale. Entre autres avec l'OMS qui peut décider du jour au lendemain qu'il y a une pandémie et qu'on impose au pays des vaccins, des restrictions par rapport aux déplacements, etc., des passes vaccinales. C'est surréaliste parce qu'il y a des mesures qui ont été obligatoires qui n'avaient aucun sens sur le plan de la santé physique, psychologique. C'est surréaliste. Puis, je reviens avec une image que je donne de temps en temps qui me permet d'illustrer cette expérience qu'on peut vivre, de regarder les gens
d'un point de vue où on se sent un peu à l'extérieur et de voir comment les comportements, les façons de faire qui sont adoptées sont illogiques. Et c'est l'image du bocal, un bocal où il y a des poissons à l'intérieur qui tournent en rond. Et imaginez que le bocal, il est dans un océan. Alors, c'est comme si le bocal est virtuel. On fait croire aux gens qu'ils doivent rester dans un bocal, alors qu'à l'extérieur, il y a tout l'océan qu'on peut découvrir, dans lequel on peut nager si on est un poisson. Et plus ça va, plus mon impression est qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis pour maintenir cette illusion du bocal. Un grand divertissement. Et puis d'ailleurs, les médecins me disaient que même encore, ils reçoivent à tous les jours des informations sur la vaccination et entre autres l'idée qu'il y aura peut-être une vaccination obligatoire pour les gens de 60 ans et plus. Tous les jours, il y a encore des informations qui circulent au sujet d'un traitement médical qui s'est avéré inefficace et peut-être même en fait, la recherche est tellement peu développée en ce qui concerne ce vaccin-là qu'on peut supposer si c'est pas de l'inconnu, si c'est pas plutôt des dangers, il y a au moins de l'inconnu autour de ce traitement. Puis bon, dans le passé, jamais on n'aurait vu ça sur le plan de la science ou de la médecine. Donc, pour dire qu'il y a des choses qui avancent, puis à mon avis, je l'ai déjà dit, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que c'est une question maintenant, je crois, de vie et de mort, c'est-à-dire que le plan de gouvernance mondiale doit avancer, mais en avançant, il devient évident et ça fait réagir des gens qui regardent ça de l'extérieur et se posent de sérieuses questions sur la réalité. Et je vais dire un mot sur les causeries qui vont avoir lieu au Québec, qui vont porter justement sur cette illusion versus la réalité. Parce que je sais pas je sais pas le cheminement que vous avez eu. Mais pour ma part, durant ces 3 dernières années, j'ai beaucoup réfléchi et j'en arrive oui, à réaliser cette absurdité qui existe depuis bien avant cette crise. Entre autres, bon, petite anecdote, on faisait une promenade hier et puis j'ai réalisé, puis on en a parlé avec Philippe, qu'il y a eu une exode rurale ici. Il y avait beaucoup plus de personnes qui vivaient dans ce lieu de nature avant que maintenant. Il y a eu donc une époque où les gens ont été attirés vers la ville. Comme maintenant, dans un proche futur, on voudra attirer les gens vers une ville 15 minutes, là, où tout est accessible en 15 minutes. Il y a une façon de faire qui est la même maintenant, c'est-à-dire en attirant les gens à partir d'un attrait quelconque, mais derrière ça, il y a aussi des conditions restrictives. Alors, on se rend compte que les gens qui sont partis de la campagne vers la ville, ils ont trouvé, oui, un salaire, un revenu, une possibilité de consommer, peut-être des conditions qui sont moins exigeantes en ville, mais ils ont perdu la liberté de la campagne, ils ont perdu, par exemple, la possibilité de s'alimenter naturellement, de s'entraider, de se retrouver aussi dans ce que j'appelle la réalité, parce que pour moi, les villes, c'est un milieu qui est artificiel, qui essaie de reproduire le paradis terrestre. Mais en fait, le paradis terrestre, pour moi, il se trouve dans ce chant d'oiseaux qu'on entend, ce vert des arbres, cette verdure, l'air pur qu'on respire, puis l'inspiration qu'on peut avoir de ce dessin intelligent qui est sous nos yeux et qu'on a oublié. C'est-à-dire qu'on a oublié nos repères biologiques, nos repères psychologiques, notre capacité de jugement, nos facultés en ce qu'on appelle le progrès. Si je réfère à un instrument anodin qu'on utilise, qui est une calculatrice, nos jeunes vont nous dire à quoi ça sert de calculer puisqu'on a une calculatrice, mais avec ces instruments reliés au progrès, on en oublie, on perd nos facultés de s'utiliser soi-même pour raisonner, par exemple.
Alors ça, c'est des insights qu'on dit, c'est l'introspection, c'est des réflexions que j'ai. Et ce serait très intéressant de partager les vôtres, puis on aura l'occasion de le faire durant les causeries. Puis en passant, je vais vous mettre un lien avec cette présente vidéo où vous allez retrouver la liste complète des causeries qui vont avoir lieu à partir de la fin mai au Québec. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver parce qu'il y a certains endroits où il faut le faire. Surréaliste. Et puis, en même temps, je vais vous parler du complot, un terme qu'il ne faut pas utiliser. J'ai l'impression que le véritable complot, c'est de jouer avec nous, comme si il y a... on ne peut pas affirmer clairement qu'il y a une intention, mais ça laisse supposer qu'il y a une intention de jouer avec nous avec des stratégies qui sont compréhensibles. Et puis, l'une d'elles, qui m'apparaît plus clairement maintenant, même si c'est quand on en parle, on se dit, voyons, ça se peut pas que les gens ne voient pas, ce qui nous apparaît évident. Et puis, je me suis posé la question, mais comment on peut réussir à faire ça? Et entre autres, je suis revenue dans le passé parce qu'il me semble que ce qu'on vit en ce moment, c'est une répétition de ce qui a eu lieu dans le passé. Alors, si je me réfère à la religion, par exemple, qui était prédominante il y a un certain temps, dans la religion, on utilisait certains termes comme être un pécheur, comme les termes d'enfer pour faire peur aux gens, et ça créait une forme de frontière qu'on ne voulait pas traverser. Parce qu'on avait peur pour soi, on avait peur pour les autres aussi. Et cette frontière, c'est un peu la vitre du bocal. On nous empêche de traverser cette vitre pour découvrir la liberté, par exemple, pour découvrir la liberté à partir de mots qui font peur, comme vous connaissez bien les mots qui sont utilisés actuellement, conspiration, complot, virus, etc. Ces mots sont très, très, très forts, un peu comme le mot d'autrefois enfer. Si vous faites un péché, vous allez aller en enfer. Imaginez, imaginez quand même vraiment impressionnant qu'on se soit rendu jusqu'à l'utilisation de ces termes-là. Et maintenant, c'est la même chose. Cette peur qu'ont les gens de réaliser qu'il y aurait une volonté de contrôle, de surveillance, elle est associée à un terme qui fait peur et qui fait que les gens ne vont pas aller plus loin et se poser des questions parce qu'ils ont peur pour eux, ils ont peur pour vous si vous remettez en question le narratif, puis ils ont peur d'être entraînés par vous, ils ont peur que vous entraîniez les autres aussi avec votre questionnement. Et c'est à l'aide de stratégies très simples comme l'utilisation de termes et de répétition continuelle à travers les médias et maintenant les directives, par exemple, que nous envoie la santé publique. J'ai pris quelques notes à travers Bon, ça fait 2 jours qu'on est ici, puis le fait de se retrouver dans la nature, d'avoir un temps d'arrêt, ça nous permet de réfléchir, de ne pas être dans le train-train quotidien où ça va vite. Puis d'ailleurs, c'est aussi une réflexion que j'ai eue v'là un certain temps de me dire que l'obstacle majeur pour prendre conscience de la réalité, pour être vraiment lucide de notre existence sur Terre, c'est le manque de temps. Le manque de temps, il est responsable de conflits aussi qu'on peut avoir avec les autres. On est tellement pris par des occupations et par ce grand divertissement, on pourrait dire que c'est un grand divertissement quand on compte tout ce qui est mis devant nos yeux pour nous empêcher de réfléchir. Autant la publicité que les téléphones intelligents, les ordinateurs, que les activités parascolaires, l'incitation au loisir, mais un loisir qui est organisé, qui est structuré. Et puis, donc, puis on regarde les jeunes, c'est comme ça, il n'y a à peu près pas de temps où il y a un vide qui pourrait être rempli d'une réflexion. Alors ici, on a un petit peu plus de temps dans le fond, ce que je vais faire, c'est tout simplement déposer à votre esprit, partager avec vous les termes qui m'amènent à réfléchir maintenant. Les termes qui n'existent pas dans notre société actuelle, dont on ne parle pas.
Et puis, bon, c'est des termes, entre autres, que Philippe a mentionnés durant sa conférence, puis qui m'ont fait réfléchir. Puis d'autres, c'est des termes que moi-même j'avais à l'esprit. Il nous a fait penser hier dans sa conférence à l'idée que le mécanisme d'avant, c'était je dirais, une volonté d'instaurer une façon de fonctionner dans la société, mais aussi une façon de voir la réalité, comme l'est maintenant le transhumanisme. Il y a bien des termes qui finissent par isme. Et pour nous éloigner, en tout cas, ça a eu cet effet-là de nous éloigner d'une vision animiste. Et puis, l'animisme, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et ce qu'il a dit, que je pense aussi, c'est comme un grand détour qui amène autant les physiciens, les psychologues, tous les gens de profession à s'éloigner d'une vision qu'avaient autrefois les gens qui vivaient dans la nature, qui est animiste, c'est-à-dire qui croyaient je fais ça très, très court, au fait que tous les êtres vivants ont une âme, une conscience. Et c'est comme si on y revient par la force des choses. Alors, c'est l'effet positif de cette crise, c'est que c'est tellement absurde, surréaliste. On vit, ça c'est mon point de vue, dans une réalité tellement virtuelle, tellement déconnectée de la réalité, de la vérité, que ça devient inconfortable, puis on est poussé à revenir à cette vision animiste, c'est-à-dire qui considère qu'on est des êtres vivants, au même titre que les végétaux et les animaux. Et ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des produits alimentaires, par exemple. C'est la nourriture de la terre, c'est ce qui fait qu'on survit, puis on est un élément dans dans ce grand système écologique. Et grâce à cette crise, en quelque sorte, on est forcé à aller très rapidement, certains d'entre nous, vers ce retour à l'essentiel. Puis, bon, c'est sûr qu'on peut être choqué par le fait qu'une majorité est pris et captif en prison dans le bocal à croire que ce qu'on leur offre, c'est la réalité et qui est en fait une prison, qui devient invivable. Et c'est pour ça que ma vision est très positive plutôt parce que, à mon sens, ça peut pas survivre, cette vision-là. Et d'ailleurs, j'en viens à me demander s'il n'y a pas une force positive qui supporte ce mouvement-là, qui même provoque ce mouvement-là. Puis je vous dis ça parce que, bon, j'étais dans la conférence, une autre anecdote, en train d'écouter Philippe, puis il s'est mis à pleuvoir très fort dehors. Puis on parlait de tous ces concepts-là qui parlent du contrôle de l'homme sur les éléments de la Terre, on va dire, ou sur notre conception de la vie terrestre. Puis là, je me suis posé la question, mais qui décide qu'il pleut dehors? Et puis, je suis revenue à cette idée qui m'habite beaucoup, qui est l'auto-organisation, le dessein intelligent. Il y a quelque chose qui nous dépasse et on n'est qu'une petite goutte d'eau dans cet océan, dans cet univers-là, une petite poussière qui est influencée par ce qui nous dépasse. On ne se rend pas compte suffisamment, en étant prisonnier de ce bocal, comment on est... C'est sûr qu'on a un libre arbitre parce qu'on a des choix à faire. Puis je crois que le choix le plus déterminant pour nous, c'est de retourner à notre fonction, à l'essentiel, à qui on est. Et à mon avis, notre fonction sur Terre, c'est de contribuer à la vie. Mais enfermé dans cette vision, on peut oublier le fait que justement, on est très influencé et dépendant, dans le fond, de ce qui nous dépasse, qui est cette auto-organisation. Et puis, justement, j'ai l'impression qu'il y a deux trajectoires. J'espère que vous me suivez là, dans ma réflexion. Puis sinon, ben, on peut toujours arrêter la vidéo, prendre un peu de temps, réfléchir par soi-même, puis se demander ben, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est important pour vous, c'est quoi vos réflexions, parce qu'on est tous égaux là-dedans, on a tous des réflexions. Et je reviens à mes trajectoires, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, il y a deux mondes parallèles, deux trajectoires, l'une qui mène à l'autodestruction, au chaos, à la dérive, et l'autre qui nous ramène à cette auto-organisation, ce dessin intelligent. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il pleut parce que la terre a besoin de pluie.
Et il y a cette intelligence-là, écologique, qu'on retrouve aussi dans notre corps. Il y a une auto-organisation, un dessin intelligent dans notre corps, dans notre être. Et je suppose que ce qui se passe sur un plan matériel qu'on peut observer dans nos facultés biologiques, puis dans l'écologie, existe aussi sur un plan immatériel. C'est-à-dire que les événements ne surviennent pas de façon anodine. C'est pas complètement aléatoire ce qui se passe. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui vont parler de synchronicité, de hasard qui ne l'est pas. Et moi, je reviens souvent à ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir que lorsqu'on est habité par une vision du merveilleux, notre vie devient merveilleuse. Et ça aussi, c'est pas le hasard qui fait ça. Il y a une auto-organisation à partir de l'essence de notre être qui est positif. Et l'inverse est aussi vrai quand l'essence de notre être, quand nos pensées, mais pas juste nos pensées, notre cœur, notre corps vibre négativement, bien, il arrive aussi des incidents malheureux. Et tout ça est explicable en psychologie. Je vous ai parlé du progrès qui, à mon avis, ce qu'on appelle le progrès, c'est le contraire, c'est la perte de nos facultés. Et on faisait la remarque hier que l'éducation est rendue pauvre, empêche les gens de réfléchir. Puis on a tous pogné là-dedans, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on a tous cru que effectivement, ce qui nous aide comme humains, c'est-à-dire le tiers, l'instrument qu'on utilise pour nous aider à calculer plus rapidement, à avoir accès à plus d'informations rapidement quand on pense à l'intelligence artificielle. C'est vrai que, bon, le temps qu'on sauve, dans l'instant, essayer de résoudre un problème, par exemple, on le perd à long terme dans la perte de nos facultés. Alors, on a tout avantage à réfléchir un petit peu plus profondément à ce qui se passe actuellement. Et ce que les gens vont appeler peut-être la régression, c'est en fait le retour à ce qui est le plus important dans notre existence. Il y a des termes qui me viennent aussi en ce moment entre essence et existence. J'ai l'impression que la science est intéressée à l'essence des choses, mais très peu à l'existence, c'est-à-dire à l'aspect dynamique des choses. Tout est en mouvement. La réalité est mouvement, mais on a voulu cloisonner, isoler les phénomènes pour les observer et les observer de manière statique. Mais ça laisse supposer que tout ça n'est pas en mouvement, puis on oublie de s'intéresser, puis c'est très difficile de s'intéresser à des phénomènes qui sont en mouvement. Et Philippe donnait l'exemple de la mousse quantique. C'est le terme qu'on a utilisé pour expliquer, lorsqu'on observe dans l'infiniment petit, cette vibration, cette vie, mais qu'on essaye de la nommer, on n'a pas pu faire mieux que de l'appeler mousse quantique pour expliquer l'indétermination de l'existence. Je faisais la remarque hier ou avant-hier dans une discussion que on posait la question, ben, est-ce que j'ai une intuition? Est-ce que j'ai un chemin de vie? Quel est mon chemin de vie? Et il m'est venu la réflexion suivante de dire que on aborde l'intuition, par exemple, puis le chemin de vie comme une possession. J'ai ça. Je devrais avoir ça. C'est quoi mon chemin de vie? Alors que c'est pas un objet, c'est plus un processus. Et ce processus-là est illusoire quand on oublie que le plus important, c'est ce qu'on vit dans l'instant présent. Et souvent, dans l'instant présent, n'existe plus ou beaucoup moins la souffrance. La souffrance ou l'anxiété vient de la vision catastrophique qu'on a du futur. Et c'est intéressant de voir comment on peut revenir à cette vision catastrophique du futur en ce moment. Et cette vision, elle crée de l'anxiété, de la peur. On va s'accrocher à la sécurité que représente, par exemple, un narratif gouvernemental. Ça permet d'expliquer un peu ce que peuvent vivre les gens qui ne sont pas confortables dans cette impression qu'on est en fait en transition entre un monde virtuel qu'on essaie de créer, que l'humain a essayé de créer, et un retour vers quelque chose qui est plus transcendant, c'est-à-dire qui reconnaît justement cette existence de quelque chose qui nous dépasse, dans laquelle on fait partie de ça. J'ai autre chose.
Il y avait beaucoup de mots avec, isme, qui se terminent par isme, jusqu'au bouddhisme. On a vraiment cette impression-là qu'ils vont aller ou en tout cas que ce mouvement-là, si c'est pas des individus qui les décident, puis c'est fort possible que ça soit des forces, un peu comme nous, chacun de nous, on est poussé par une force qui nous fait faire ou fait vivre quelque chose qu'on n'aurait pas vécu, nécessairement, qui nous surprend en même temps. Bien, il y a peut-être, sans doute, une force qui pousse d'autres personnes ou un genre d'auto-organisation destructif, heu, destructive qui gère, je dirais, la démarche, le processus qui est en cours, dans ces vies parallèles. Pragmatisme, mentalisme. C'est intéressant parce que dans la conférence d'hier, on comparait le pragmatisme anglo-saxon. Je trouve ça drôle à ce qu'on pourrait, moi, en tout cas, à ce que je vois comme étant une vision très mentale. D'ailleurs, il peut y avoir une confusion lorsqu'on utilise le terme conscience. Conscience et mental. On sait très bien que c'est pas, je veux dire que c'est un obstacle, le fait d'être emprisonné dans le mental, c'est-à-dire d'oublier qu'on a un corps, qu'on a des sens, qu'on a un cœur surtout. Mais il y a des gens qui, lorsqu'on parle de conscience, qui peuvent penser que, justement, que c'est la pensée qui détermine tout. Et c'est ça, je porte cette réflexion-là en me disant que la conscience devrait comprendre l'être entier. Parce qu'il y a une notion que je vais aborder dans la réédition du livre, je parle de la beauté. Et puis, je pourrais en parler dans la causerie parce que la beauté, c'est un bon exemple d'une expérience qu'on peut avoir à travers notre corps entier, nos sens, notre cœur, notre mental aussi, qui nous amène à une connexion avec l'immatériel. Alors, je pense qu'on est tous en évolution à essayer de comprendre un peu mieux l'univers dans lequel on est, notre existence aussi, notre raison d'être peut-être aussi. Dans Bon, je reviens avec ce terme-là de 2 mondes parallèles, puis dans l'acceptation aussi. Je pense qu'on a essayé de contrôler comme individu notre univers. L'humain a essayé de contrôler la vie terrestre, mais le contrôle, c'est pas seulement dans quelque chose qui est pragmatique, qui est matériel, ça a été aussi dans l'espoir peut-être ou la volonté de s'expliquer tout. Puis, je sais que ça peut être confrontant de dire ça, mais j'en arrive maintenant, peut-être que je vais changer éventuellement, à l'idée qu'on a avantage à accepter une part de mystère dans ce qui nous dépasse. Un peu comme une peinture peut pas prétendre comprendre le peintre qui l'a créée. Je sais pas si vous voyez? Puis cette acceptation du mystère de la vie, de ce qui nous dépasse, elle vient avec une humilité. Puis peut-être un peu comme le pardon, quand on arrive à pardonner, on se libère. Puis c'est la même chose avec l'humilité, on finit par se libérer d'un poids. Essayer à tout prix d'expliquer, ça vient aussi avec un poids, une responsabilité qu'on se met là, qui est c'est juste nous qui se mettons ça sur nos épaules, ce poids de chercher à être juste, à être complet dans nos explications. J'ai envie de vous laisser avec cette réflexion-là et je ne sais pas comment vous prenez ça, vous, ce mystère-là. Est-ce que vous acceptez, comme moi j'essaie de le faire, que ça nous dépasse, puis que c'est pas mauvais justement de ne pas chercher à tout prix à l'expliquer? Même si on a ce grand désir de le faire, je pense que dans cette crise-là, on a tellement voulu, puis c'est normal, on veut donner un sens à ce qu'on vit, on a voulu expliquer, interpréter les phénomènes. Puis les phénomènes, l'interprétation des phénomènes,
c'est très différent de la réalité expérimentée. L'expérience et l'interprétation, c'est 2 choses différentes. Alors je vous laisse, là-dessus. Bah, tiens, non, je vous laisse avec, une idée que je trouve aussi très, réconfortante. Dans ma pratique de psychologue, je réalisais que mes interventions ne venaient pas de moi. Elles venaient de la relation entre moi et l'autre, entre l'autre et moi. Et dans cette relation, il y avait une création, il y avait une forme de miracle. C'est-à-dire que j'en venais à dire quelque chose, par exemple, que j'aurais jamais pensé que j'aurais dit. Ça venait de l'inspiration, de l'écoute de l'autre. Et puis j'ai l'impression que la vie, c'est ça, c'est une création. Et ce qui est essentiel dans notre existence, c'est la relation. La relation entre nous et les autres, la relation entre nous et ce qui nous entoure. Et on oublie ça, comment c'est important cette relation-là. Puis c'est quand même peut-être pas surprenant de voir comment dans cette crise, on a essayé d'éliminer cette relation-là. Alors je vous dis, merci beaucoup, puis au plaisir de vous voir, durant les causeries ou sinon en France, si j'ai l'occasion de vous rencontrer.